Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence du Setup Festival, première édition. Merci d'être venus. Cette conférence va traiter de l'architecture impossible. Alors ça paraît un grand mot comme ça, mais je compte sur nos invités pour nous éclairer un peu sur qu'est-ce que c'est qu'une architecture impossible et pourquoi le numérique nous aide à penser ces architectures-là. Et nos intervenants, nous avons Benjamin Diaby. Bonjour Benjamin. Bonjour à vous. Je vous laisse vous présenter un petit peu. Moi je suis réalisateur dans le jeu vidéo et scénariste de jeux de rôle, qui sont deux médias où, à l'aide de l'imaginaire et à l'aide de certaines règles, on triche avec l'architecture, voire même on crée des architectures qui n'existent pas, qui ont des règles de création différentes des nôtres. Et c'est à la fois excitant et angoissant en même temps, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et à la base, je viens du cinéma, j'ai fait des études dedans et on va peut-être toucher un petit mot sur la tricherie dans le cinéma notamment. D'accord, merci beaucoup. À côté de vous, nous avons notre local, notre résident d'étape. Il joue en terrain connu. C'est Stanley Cambo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter pour Oui. les rares personnes qui pourraient ne pas vous connaître? Donc je suis architecte, réalisateur et j'ai fondé il y a une vingtaine d'années un groupe qui s'appelle Échelle Inconnue, C'est des amis. dont il y a quelques représentants dans la salle, et on travaille donc depuis ces 20 ans sur la ville que déteste l'architecte, hein. C'est donc la ville non planifiée, celle du pauvre, celle du pourchassé par le planificateur. Et donc voilà, je suis officiellement architecte des PLG, hein, diplômé par le gouvernement, et pourtant. Voilà, moi mon angle sera peut-être davantage sur justement ce qui est impossible à entendre pour l'architecte, d'une part, et de quelle manière il y a un logiciel de détestation, de haine très structuré contre l'architecture labyrinthique, et voir comment ça naît dès le 18e, et quelles en sont les occurrences aujourd'hui, et de quelle manière c'est une sorte de guerre urbaine silencieuse, mais qui a lieu aujourd'hui, et qui des fois flirte avec la fiction, ou nous oblige nous à flirter avec la fiction pour en rendre compte, parce que le langage du réel est insuffisant pour la saisir. Voilà. Ok. Et juste à votre droite, nous avons Quentin. Voilà, j'en ai marre. Halte 236, sinon c'est Quentin. Est-ce que tu peux te représenter pour les personnes effectivement qui viennent d'arriver aujourd'hui? Alors bonjour à toutes et à tous. Moi je fais des vidéos sur YouTube qui parlent principalement d'imaginaire. Donc mon approche c'est que je crois pas en Dieu mais je crois en l'imaginaire, et que je suis fasciné parce que cet imaginaire permet que le réel ne permet pas. Et j'ai notamment une sensibilité pour l'architecture, les mégastructures. En fait, je suis quelqu'un qui a énormément le vertige. Je prends plus l'avion, je monte pas au-dessus du 6e étage et tout. C'est vraiment maladif. Déjà sur scène, là, c'était... Voilà, c'était chaud. Mais du coup, j'ai un vrai problème avec ça. Et pour autant, je suis absolument fasciné et attiré par tous les moments où, de façon safe, entre guillemets, comme ma condition, je peux expérimenter le vertige que permettent les architectures de l'imaginaire. Et voilà, j'ai envie de vous parler d'écheurs, de mégastructures, de tout. On va voir ça pendant une petite heure et demie ensemble. Je serai votre technicien de l'impossible, donc je vais essayer, en fonction des informations que vous allez pouvoir me donner, dans une première partie en tout cas, sur la première heure, de pouvoir diffuser les contenus que vous avez préparés. Et puis sur la deuxième partie, sur la deuxième demi-heure, on est sur de l'interactivité. Donc si vous avez des questions, ça sera le moment de pouvoir les poser aussi à nos invités. Voilà, si vous voulez un éclairage particulier, ça peut être très large. Même si vous avez des questions au milieu, n'hésitez pas. Oui, leur repas préféré, ça passe aussi quand même. Qui se lance? Qui veut? Je vous laisse la main. C'est gentil, merci. Oui, donc je parlais justement de ces détestations de l'impossible de l'architecte. Le faiseur de ville déteste ce qu'il ne peut pas planifier. On pourrait croire que c'est de toujours. Il se trouve que le labyrinthe lui-même, c'est quelque chose dont on peut sortir en regardant le plan. Et le problème, c'est son expérimentation in vivo. C'est de mettre en jeu son corps à l'intérieur. Donc le labyrinthe, Minotaure, on connaît les dédales, pas celui qui y rentre. Et donc il y a une chasse depuis au moins le 18e contre les formes labyrinthiques de la ville, et par là même contre l'homme mi-monstre, mi-humain qui l'habite.
Homme-monstre qui est mi-humain, qui dans la mythologie est minotaure, mais qui est dans le réel la classe dangereuse, le citoyen dangereux, le pauvre à un moment, l'ouvrier à un autre, le Rome parfois, le migrant aujourd'hui. Et en effet, ce qui n'est pas saisissable par le faiseur de ville, par l'architecte qui planifie, c'est un exercice un peu étrange, planifier. Hein. Alors même si aujourd'hui il y a le développement de nouveaux logiciels qui permettent de travailler en 3D, etc. Mais enfin, le premier geste, c'est quand même avoir deux considérations premières. Hein. C'est d'abord la Terre est plate, on la regarde d'avion et on dessine l'espace de cette manière-là. Puis de temps en temps, on la retourne, on la met comme ça pour pouvoir dessiner une façade. C'est le premier point. Et ça existe. C'est rendu possible. Les cathédrales, au début, sont sans architecte. Hein. On ne fait quasiment pas de plan de cathédrale. On fait des sortes de croquis, on essaie de construire ces choses-là. D'où parfois les formes un peu impossibles ou labyrinthiques de la cathédrale. Est-ce que si on avait exercé le travail de planificateur comme on le fait à la Renaissance, on aurait eu ces formes? C'est moins sûr. L'architecte, pour le coup, il vient d'Orient, hein, puisque c'est les croisades qui vont amener le rôle de l'architecte. Et la Révolution, ça se passe au XVIIIe siècle, quand on commence à cartographier, on trouve une méthode pour cartographier l'espace de manière géométriquement juste. C'est-à-dire, on peut, par un système d'échelle, avoir des reproductions de l'espace et arriver à s'y retrouver. Alors on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas grave, on a trouvé une manière. Non, mais ça va décider aussi la manière dont on va construire la ville. Et on va expérimenter de plus en plus, et l'apogée va être au 19e et encore aujourd'hui, cette manière de planifier. Donc je disais, voilà, le labyrinthe, la question du labyrinthe et le problème que ça pose, c'est à celui qui ne le comprend pas. Voilà. Et donc il y a une lutte entre celui qui le comprend et celui qui ne le comprend pas, et c'est pas toujours le même. Donc une anecdote, un jour je dois aller à Orléans pour une réunion, c'était une cité, une cité périphérique comme on les connaît tous, que je connaissais, j'avais travaillé il y a 5-6 ans, et j'arrive, je prends un bus, là je sors, et puis j'essaie de retrouver le lieu que je connaissais, et je tombe sur une barrière, aussi ces barrières un peu branchées, là, pour faire un peu moins offensif, on fait des croisillons en fer, je sais pas quelle entreprise d'ailleurs fait ça, parce qu'il doit avoir, il se fait un fric de fou, parce que ça couvre l'ensemble de la France. Et j'essaie de trouver mon truc et je trouve pas, j'arrive pas, à chaque fois je tombe sur une barrière, je fais le tour, puis je trouve pas le bâtiment. Puis je vois un mec qui passe et je lui dis, bah, tu peux filer un coup de main, j'arrive pas à trouver le truc. Et je dis, il y a des barrières partout, montre le chemin, puis je dis, mais pourquoi ils ont mis des barrières partout? Et le mec me dit, bah, pour nous empêcher de courir, monsieur. Donc il dit, les flics nous ont mis ça pour nous empêcher de courir. C'est-à-dire qu'un espace qui était labyrinthique pour l'autorité ne l'était pas pour ceux qui y vivaient, donc l'autorité doit transformer en labyrinthe pour ceux qui y vivent. C'est-à-dire, en définitive, on exile une minotaure à l'intérieur de son propre labyrinthe. Et ça, il y a une histoire de ça, donc c'est l'image qui est là. Donc c'est la Casbah d'Alger, parce qu'il y a des architectures, entre autres non occidentales, qui ont des natures quasi labyrinthiques. Donc la Casbah d'Alger, moi assez naïvement, j'ai pensé que quand les militaires français envahissent l'Algérie, ils arrivent avec baïonnettes au canon, puis ils rentrent dans la Casbah, et pas du tout. Une fois qu'ils ont réglé le conflit militaire qui les oppose aux Ottomans, en gros, ils ne vont envoyer que les équipes du génie sur la Casbah pour faire qu'une chose, c'est en dresser le cadastre. C'est-à-dire arriver à avoir une représentation en plan d'un espace qu'ils n'arrivent pas à comprendre in vivo. Donc ils vont commencer à faire quelque chose qui nous marque tous, on a l'impression que c'est naturel, mais c'est pas du tout naturel. La dichotomie espace public, espace privé, dans la Casbah, ça se passe pas comme ça, parce qu'on a des espaces très compliqués qui passent du public au privé avec plein de méandres. Une cour peut être partagée par deux, il y a des termes différents pour désigner les voies, snicha, derb, tout ça pour regrouper autour de Houma, qui sont des ensembles un peu plus grands. Et ça va décider aussi du geste ensuite, c'est qu'une fois qu'on a planifié la Casbah, qu'on a dressé le plan de la Casbah, il faut la sécuriser militairement, donc on va tracer les grandes avenues. Donc c'est ce qu'on voit, on va saigner la Casbah, on va saigner le très haussmannien. Voilà, le labyrinthe. C'est l'expérimentation de Paris. On apprend à faire Paris, parce que Paris est à peu près dans le même état quand même. Je sais pas, pour ceux qui connaissent le 14e arrondissement, vous voyez ces petites fabriques. Ça marche avec Rouen. Ces morceaux de rue. Rouen, c'est la même chose. Si on voit le quartier Saint-Hilaire, l'ensemble des passages, il y avait des centaines de passages qui permettaient de passer d'une cour à l'extérieur à une autre rue. C'était utilisé par tous les voyous qui essayaient d'échapper aux flics. Et ça, on a muré. Et donc voilà, on fait ça, on dresse la place d'armes, et puis on donne des numéros aux maisons.
on vient se repérer dans le labyrinthe, il faut un fil Ariane, il faut bien des numéros au premier. Donc, les maisons d'Alger vont avoir des numéros avant que Paris en ait. Donc, il y a d'autres images aussi qui vont... Si tu passes l'image suivante, on voit encore, ça c'est des termes. Voilà, là c'est à peu près à ça que ressemble la Casbah aujourd'hui. Donc les militaires ont réussi sans réussir, puisque toute la bataille d'Alger, ça va être ça. Hein. Massu va avoir un mal de chien à pacifier Alger dans les années 50 et 60, parce que c'est impossible. C'est pas une architecture de plan, on peut passer de la rue au toit. Les membres du FLN vont l'utiliser. D'ailleurs, quand on va essayer de faire sauter pour choper la pointe, ils font péter la baraque. Hein. Ils ne trouvent pas d'autre solution, ils n'arrivent pas à rentrer. Problème, la Casbah survit quand même, si tu passes. Donc voilà, aujourd'hui, la Casbah, ça peut être ça, on peut vivre sur les toits. Et donc on peut se dire que ça, c'est perdu. Mais en fait, non. Là, c'est l'image du dessus, par exemple, c'est tout ce schéma-là qui a disparu, que l'armée française a fait disparaître. Et ben en fait, donc là, c'est un travail qu'on a fait avec des étudiants en architecture algériens, qui est fait dans le bidonville d'Ain Nadja. Et si on voit le bidonville d'Ain Nadja, on voit que naturellement les gens reproduisent ce système labyrinthique avec smirra d'herbe, accès du sol au toit, cet espace complexe, impossible pour le planificateur, impossible pour l'État. Et plutôt que, en définitive, c'est un bidonville. Le gros problème de ce bidonville, c'est les matériaux, ils sont pourris, il y a de l'amiante partout, on peut tomber malade, il y a des problèmes d'accès à l'eau. En définitive, on ramènerait l'eau, on changerait les matériaux, ça serait tout à fait vivable. On voit bien que le problème, il n'est pas là. Et on le voit en France quand on intervient à la jungle à Calais, quand on intervient sur des bidonvilles roms qui sont construits, et ben ça, on rase. La réponse, c'est rasé. Et il y a des occurrences contemporaines hein, de ce rasage. Donc, on va arrêter là sur les images, je vais laisser la parole à mes camarades. Mais, donc en effet, Paris, on va faire la même chose sur Paris. Voilà. Mais néanmoins, il y a une chance pour le labyrinthe. C'est que quand Haussmann essaie de créer Paris, il saigne Paris dans tous les sens. Il fait ses grandes avenues à Paris. Mais tout autour, il va falloir ramener déjà les gens pour saigner, pour reconstruire ce premier grand Paris, puisqu'on refait encore aujourd'hui. Et ben ces gens qui viennent pour travailler, ou ceux qu'on expulse du labyrinthe, ils vont se retrouver sur la zone et les fortifs tout autour. Il doit y avoir des images un peu plus bas de la zone et les fortifs. Voilà. Alors là, vas-y, passe. Voilà, donc ça c'est l'actuel périphérique. Les derniers zonards, donc première installation 1870, les derniers zonards vont partir en 1971. Donc il va y avoir 100 ans de cette zone qu'on va voir en image juste après. Donc ça c'était la zone originelle, c'était une zone militaire, et voilà. Donc ici vont se réunir à la fois les ouvriers qui construisent le Grand Paris et ceux qui sont expulsés du Grand Paris. On pourrait se dire, bon, c'est l'histoire ancienne. Ben non, pas complètement, parce qu'aujourd'hui, le nouveau Grand Paris, vous savez que l'économie du Grand Paris, pourquoi on construit le Grand Paris? C'est parce que ça va générer 500 millions de tonnes de ferraille qu'on va vendre aux Chinois. Et il faut des ouvriers aussi pour construire ce Grand Paris. Ils sont ukrainiens, portugais, ils vont vivre dans des campings, dans des camions au bord du chantier. On va avoir des espèces de cités de containers aujourd'hui sur la nouvelle grande ligne RER là, qui est en train d'être construite. Donc il y a quand même une chance au labyrinthe, c'est qu'on définit le planificateur essaie de régler la question du labyrinthe, mais tentant de la régler, il la régénère. Voilà. Donc, après, ça marche très bien d'un point de vue économique, ça signifie que les architectes ont toujours du boulot, enfin les urbanistes, ils trouvent toujours un moyen de travailler dans cette dimension-là. Et donc il y a des occurrences contemporaines, hein, parce qu'on fait plus d'urbanisme comme on faisait avant. Et on voit très bien la liaison, hein, j'essaie de l'appuyer, hein, sur la liaison entre services de sécurité, police, armée, faiseurs de ville, architectes, politiques, urbanistes. Hein. Le camp des salauds, en définitive, hein, l'histoire qui n'est jamais écrite, puisque toi tu as parlé de mouvement, après il faut voir en effet les trajectoires individuelles et à quoi on participe. Et on va voir comment aujourd'hui, par exemple, sur l'intervention qui est faite sur les bidonvilles roms, cette manière d'intervenir avec des bulldozers jusqu'à déstructurer l'espace. C'est-à-dire, là on ne fait pas que raser des fois, on a travaillé à Villeurbanne avec les habitants d'un bidonville. Quand les flics sont intervenus, avec des bulldozers et ils ont littéralement labouré le sol. C'était un sol industriel, comme des fois des radiers en béton d'1,50 m d'épaisseur, pour le rendre impraticable à la construction. Et ça, on va voir que c'est une première expérimentation qui a lieu pendant la première intifada, et avec un laboratoire de l'armée israélienne qui s'appelle l'OPRI, et où, assez étonnamment, parce qu'on n'a pas l'impression... Enfin déjà, moi j'étais persuadé qu'il n'y avait que nous qui lisions Deleuze, Debord, Guattari, etc. Non, pas du tout, tout le monde le lit. Et c'est un laboratoire qui a été monté qu'avec des étudiants en architecture
en urbanisme, en philosophie, en littérature, qui ont lu tous ces auteurs français, qui ont appris à rendre instable un espace déjà construit. Et il y a un ouvrage qui s'appelle À travers le mur, qui raconte très bien comment les interventions militaires dans les territoires occupés se passaient de cette manière-là. C'est-à-dire quand on a un espace qu'on n'arrive pas à maîtriser, parce qu'on n'arrive pas à le planifier, c'est pas notre labyrinthe à nous, on va en créer un autre. Donc par exemple, l'armée israélienne va pendant des années intervenir dans ces lieux-là sans jamais passer par une rue. C'est-à-dire ils vont casser le mur d'une maison, traverser la chambre de quelqu'un, péter le mur d'à côté pour arriver chez le voisin, recréer un labyrinthe dans le labyrinthe. Donc il y a une question sur l'impossibilité de l'architecture, il y a aussi une question de quand. C'est-à-dire à qui appartient l'impossible, ou pour qui est-ce impossible, et à partir de là, quelque chose, il y a une dialectique qui se met en place. Voilà un peu ce que je peux en dire dans un premier temps. Merci beaucoup. On va numériser tout ça. Moi, je veux bien juste réagir 2 secondes sur ce que tu as dit. Ça m'a beaucoup fait penser aux prisons de Piranèse. Si jamais tu peux noter Piranesi, prison sur Google Images. C'est un graveur italien du 18e, je ne veux pas dire de bêtises, qui du coup a fait des superbes gravures de lieux, de civilisations un peu perdues. Il a repensé la ville avec des hommages à Rome, etc. Et il a fait une série assez dingue qui s'appelle donc les carcéries, les prisons, et où on voit des labyrinthes, des prisons en fait, mais qui sont, comme on le voit, si tu en mets une en grande, voilà, complètement labyrinthiques, et qui du coup faisait beaucoup écho dans ce que tu disais, on a l'impression que ça a été construit sans aucune planification quelque part. Ça a tout le côté à la fois anxiogène de quelque chose sur lequel on n'a pas eu de prise ni d'ordre, et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parlait du labyrinthe, mais ça a fait aussi écho à la fascination qu'on a pour ces... et c'est là où on passe de l'autre côté, c'est en quoi l'imaginaire, qui lui n'est pas contraint à toutes ces données en fait excessivement politiques à tous les niveaux, c'est-à-dire que on veut pas que des gens puissent s'approprier un espace que nous on comprend pas parce que ça leur donne une liberté qu'il faut qu'on maîtrise, et à l'inverse ces artistes ont eu eux la possibilité d'aller vers l'autre architecture impossible, c'est-à-dire celle que seul l'imaginaire, l'art peut créer, qui n'est pas soumis au fait de dire ça n'est pas faisable ou ça n'est pas souhaitable, parce que on en parlait tout à l'heure, une architecture impossible, c'est pas que les architectures qu'on ne peut pas techniquement faire, c'est aussi celles qu'on choisit de ne pas faire pour 1000 raisons. On a fait à Dubaï une tour qui fait 850 mètres, presque 1 kilomètre. Je pense qu'on arrive un peu à la limite de la hauteur de ce qu'on peut faire. Une tour de 2 km, je ne crois pas que ce soit possible sans danger. Et pour autant... En tout cas pour toi c'est un vrai danger de monter. Clairement, oui, effectivement pour toi. J'irais pas passer des vacances là-bas. Mais du coup, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est cet écart entre ce que le réel, dès qu'on parle d'architecture impossible dans le réel, en fait on est dans une vision presque dystopique, en fait, avec tout le côté anxiogène et en même temps lutte pour la liberté et pour le contrôle. Et en même temps, il y a une fascination dans les images que tu montres de justement ces zones grises, un peu inconnues, sur lesquelles on n'a pas de prise, et où pour le coup, énormément de gens et d'artistes ont exploré jusqu'au vertige. C'est-à-dire que dès qu'on est libéré du fait de dire ok, on va pas le faire, ne vous inquiétez pas, mais on a toute la liberté pour aller aussi loin qu'on veut. Et c'est là, je trouve qu'on ouvre en plus un robinet qui interroge malgré tout notre vision de la ville. Voilà. Il y a un truc, on discutait juste avant la réunion, avant cette table ronde, et moi il y a un truc qui me fascine, c'est quand le réel devient surréel. Et on a une image on a des images de brutalisme russe. Elles sont dans le dossier, elles sont dans le dossier, il est prêt. Et voilà la première, la deuxième surtout qui m'a... En fait, ce qui est fascinant, c'est quand il y a des choses dans le réel qui nous questionnent. Moi je vois ça, j'ai l'impression que c'est un concept pour un film ou un jeu vidéo, un truc à la Blade Runner. Alors en plus là, bon, la photo est un peu froide, mais imagine, moi j'en ai vu des photos avec une espèce de brume, et il y a ça qui apparaît, il y a ce truc qui vole. Parce que ça existe. Ça existe, hein. Oui, il faut préciser. Pardon, c'est du réel. Tu peux peut-être mettre la première photo. Voilà, ça aussi, ça existe. Et il y a on met ça dans une fiction. Dans un film, on va questionner, on va dire ça marche pas. On voit que la 3D elle marche pas bien. Voilà, il y a des trucs. Alors que je vous invite à regarder les maisons des sectes au Japon. En fait, il faut savoir qu'au Japon, c'est un des pays qui a le plus de sectes au monde. Et ils ont des espèces de cathédrales de sectes qui sont où en gros ils se tirent la bourre pour avoir la maison la plus large. Et on les regardait juste avant, alors je vous invite à aller les regarder sur internet. C'est démentiel, on dirait un mélange entre n'importe quoi, mais les Chevaliers du Zodiac et Escher.
C'est dingue. Il y en a une autre photo encore après. Non, ça c'est une vidéo. Voilà, ça c'est du réel. C'est à Créteil, représente. C'est là-bas que je vis. Voilà. C'est les choux. Donc, en fait, avant de parler de fiction, donc du cinéma, du jeu vidéo, voire même du jeu de rôle, lorsqu'on crée de l'imaginaire, nous on questionne tout de suite. La première chose qu'on fait, c'est on pose des questions sur le réel. On se dit, est-ce que ça existe? Et si ça existe, est-ce que dans l'univers fictionnel que je suis en train de créer, est-ce que le spectateur va considérer que c'est réel? Et ça, c'est une vraie question qu'on se pose, parce qu'il y a des choses, le réel, on ne le questionne jamais, la lumière dans le réel, on ne le questionne pas, mais dans un jeu vidéo, on va dire, même dans un film, on va dire, ah, c'est pas réaliste, ou c'est pas crédible, c'est pas vraisemblable. Voilà, c'est des termes qu'on utilise beaucoup pour critiquer la diégèse, alors que la réalité, on ne peut jamais la questionner. Et moi, quand on a commencé à parler d'architecture impossible, c'est vrai que je suis parti tout de suite sur quelque chose de fictionnel, mais je me suis dit, attends, comment tu travailles? Et quand je travaille, tout simplement, ce que je fais, c'est je regarde le réel, et je suis vraiment fasciné par l'impossible que propose le réel. Alors, est-ce qu'il est encore impossible? Vous avez 2 heures. Ouais, non, mais non, c'est possible. On peut effectivement habiter dans cette maison en L inversée qui est une tour de méchant, en fait. Hein. C'est clairement un méchant James Bond qui habite là. Avec ses sous-fifres en dessous. Il y a un autre truc aussi qui est assez fascinant, c'est lorsque la fiction essaye de copier le réel. Je pense par exemple à tout simplement le concept d'un studio de cinéma où on a un studio donc, où il y a 3 murs, où il y a tout un décor fabriqué, mais où on triche sur les proportions, où on triche sur les couleurs, où on triche sur où est-ce que va être la caméra. La caméra elle est littéralement dans un mur. Et donc on tourne dans un endroit qui est impossible dans le sens où ce n'est pas un lieu de vie. Les robinets ne fonctionnent pas, le frigo ne fonctionne pas. Donc c'est assez marrant de se dire que c'est impossible dans le sens où on ne peut pas vivre dedans. Hier, il y a eu, donc lors d'une émission de radio juste à côté, je crois que c'était l'émission Pixel, il y a eu une chronique autour de Shining et des gens qui se sont pris, qui l'ont vu beaucoup trop de fois pour que ce soit raisonnable et qui se sont aperçus que les chemins empruntés par les personnages techniquement étaient impossibles. C'est-à-dire cet hôtel ne peut pas exister. Alors il y a 2 anecdotes marrantes. Bon, il y a tout le chemin que Danny fait n'est pas possible. Mais il y a la toute première scène, il y a Jack qui vient faire un entretien d'embauche. Il est dans un couloir, donc il est dans un couloir, il tourne à droite, donc à droite pour vous c'est bon, à droite, il retourne à droite, donc là, puis il retourne à droite et il rentre dans une pièce. Donc cette pièce qui est donc entourée par le couloir que le personnage vient de passer, on l'a suivi avec la caméra, et dans cette pièce, il y a une fenêtre au bout, et cette fenêtre donne sur un parc, sur un jardin. C'est pas possible, ça donne sur un couloir physiquement. Donc faut savoir que c'est pas du tout une erreur. Hein. Kubrick avait des plans, il y a une exposition à la Cinémathèque qui montrait tous les plans dans Shining, et c'est fascinant. Hein. Il travaillait avec des dizaines et des dizaines de plans. Il a travaillé avec un architecte d'ailleurs sur le film. Et il y a toute cette construction, et il voulait en fait perturber le spectateur. Il voulait littéralement le faire rentrer dans un labyrinthe mental et le déranger, lui dire tiens t'es perdu, tu pensais que là t'allais arriver là, mais t'es arrivé à un autre endroit. Et ça, c'est en scène d'intro du film, c'est-à-dire, littéralement, il signe un pacte avec le spectateur tout de suite en lui disant « Oublie ton raisonnement, oublie tes connaissances et ta spatialisation », parce que c'est ce qu'on fait appel à la spatialisation lorsqu'on crée une œuvre fictive. Et ben, il dit littéralement, au bout de 10 minutes, « Oublie toutes ces idées, on va te flinguer la tête. » C'est même pire, il te dit pas « Oublie toutes ces idées », c'est que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais il te dit pas « J'ai foiré le truc », donc c'est une façon subliminale hyper maligne de te perdre. Mais je voulais juste rebondir sur, vous avez parlé du labyrinthe tous les deux, et pour peut-être en finir avec le labyrinthe, mais il est tellement central en fait dans la question des architectures impossibles. Moi j'ai toujours été fasciné par un truc, j'aimerais bien écrire un truc dessus, mais j'ai pas les skills encore, mais à quel point le labyrinthe est archétypal de choses, on a totalement perdu sa forme avec tes ailes Minotaur et tout, mais pour moi un jeu vidéo, il n'y a rien d'autre qu'un labyrinthe, surtout les dungeons, tu passes dans un chemin où tu galères jusqu'à trouver un boss de fin que tu butes et tu recommences un autre labyrinthe. Donc quelque part, on a vraiment gardé cette forme archétypale qui se retrouve dans l'urbanisme, qui se retrouve dans la fiction, qui se retrouve tout simplement dans notre esprit avec la quête qu'on peut avoir à démêler quelque chose et arriver à un objectif final. C'est-à-dire qu'avec ce conte mythologique, on a quand même mis le doigt sur quelque chose qui est presque intrinsèque à notre humanité et que quelque part on se retrouve souvent dans des problématiques de labyrinthe. Juste avant de clôturer sur le labyrinthe, une question, pourquoi que ça soit donc dans le vrai monde réel, the real life, ou dans les jeux vidéo, pourquoi ce labyrinthe fascine autant
que ce soit le spectateur, que ce soit les architectes, que ce soit les gens qui y vivent. Pourquoi on a envie de se perdre? Pourquoi on a envie finalement de pas toujours maîtriser? Alors, petite anecdote, c'est la première édition du setup ici, le 106. À bien des égards, quand on débarque, il y a des portes partout, il y a des étages, on monte, on rentre, on sort pas par les mêmes endroits, etc. Pourquoi c'est si fascinant que ça? Moi, j'ai un bout de réponse, mais c'est juste ma version de la réponse. Quand j'ai commencé le jeu de rôle, quand j'étais assez jeune, en fait, on commence, le premier truc qu'on fait quand on est maître de jeu, qu'on masterise à Donjons et Dragons, c'est le premier truc qu'on fait pour piéger les gens, c'est on fabrique un labyrinthe avec des pièges et des monstres dedans. Et là, quand j'ai été invité au festival, j'ai commencé de manière rétrospective à réfléchir à ça. Et je pense que c'est surtout un énorme moteur narratif parce qu'il pose plein de questions. Les moteurs narratifs, en fait, bon, globalement, il y en a 3 qui, en tout cas dans le jeu vidéo et dans le jeu de rôle, qui est l'exploration, l'investigation et la volonté de monter en puissance. Et ben, le labyrinthe, il coche toutes les cases, en fait. C'est ça qui est assez dingue. Il est pratique. Il t'es obligé de l'explorer pour t'en sortir. T'es obligé d'enquêter pour comprendre qui a fabriqué le labyrinthe, pourquoi, qu'est-ce que je fais là-dedans. Donc il y a toute une investigation, une enquête, c'est-à-dire que littéralement à l'entrée d'un labyrinthe, on se pose toutes ces questions. Qui l'a fabriqué? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Comment en sortir? Exactement, c'est super fascinant. Et évidemment, le Minotaure, par excellence, qui est cette quête de puissance, qui est est-ce que je suis capable de vaincre quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que moi. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, c'est pour ça que... encore maintenant, 30, 35 ans, 40 ans plus tard, donc quand on fait encore un jeu Donjons et Dragons, et ben on fait des labyrinthes. Bon, en tout cas, moi, c'est d'un point de vue jeu vidéo et jeu de rôle, c'est à ça que j'ai pensé tout de suite. Je vais faire mon lacanien, c'est parce qu'il faut s'en sortir. C'est ça. Vous me devez 500 € les gars. Non, mais si vous voulez, il y a cette idée en effet de maîtrise de l'espace et du territoire dans le labyrinthe. Bon, après, tout le monde a compris que moi j'étais plutôt du côté de Minotaure que du pauvre type qui se perd dedans. Finalement, il fallait pas y aller, quoi. Non, mais t'inquiète pas, le Minotaure est plus fascinant que les gens qui vont se faire complètement. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Je pense qu'en effet, c'est la fascination vient de là. Et qu'on a un peu tous envie d'en construire, mais après c'était une demi-plaisanterie, s'en sortir, on a tous fait l'expérience dans un centre commercial, quand on commence à vraiment être fatigué, et le moment où on marche vers la sortie, alors même si on sait à peu près où aller, on a cette expérience labyrinthique, c'est en définitive, on trouve ça trop long, il y a trop d'angles, chez Ikea, imaginez, chez Ikea, vous voulez acheter un truc dans le premier rayon, et vous êtes obligé de tout vous fader pour sortir. Là, on a une expérience labyrinthique, pourtant on en connaît à peu près le plan, mais néanmoins, on sait que c'est pas nous qui le maîtrisons et que notre chemin, il est conduit malgré tout. Donc, il y a quelque chose de cet endroit-là, enfin qui en dit beaucoup aussi sur nos rapports sociaux et sur celui qui vit l'espace et celui qui décide l'espace. Donc en effet, dans le jeu, on y va volontairement et on s'amuse. Des fois, dans l'architecture elle-même, on est un peu obligé d'y aller et on vit une expérience qui est quand même pas très agréable parce qu'on sent bien qu'on est agi par l'autre. Et que le fait de poser un mur, c'est déjà agir sur l'autre, et qu'il y a une responsabilité énorme de la part de celui qui construit, qui est souvent pas entendu, enfin dont il se fout un peu, d'ailleurs il est très content d'avoir le pouvoir en fait. C'est moi qui ai décidé. C'est moi qui ai décidé. Moi je suis complètement d'accord et je rajouterais peut-être que le labyrinthe, il a en lui une forme de structure qui est l'archétype de la quête initiatique. Et j'en veux pour preuve que dans la cathédrale de Chartres, si je ne m'abuse, au sol, vous pouvez voir un magnifique labyrinthe qui donc n'est pas en élévation mais simplement dessiné au sol. C'est un cercle avec vous devez faire un chemin dans le cercle et le pénitent marcher en priant et arriver au centre et descendre. Souvent. Le pénitent le plus. Et du coup il y a cette idée et puis je trouve qu'il y a un pouvoir analogique du labyrinthe, c'est-à-dire si je prenais par exemple l'idée de l'inspiration, je peux très bien adapter le labyrinthe à l'artiste qui cherche à trouver une idée. Je suis perdu dans l'infinité des possibilités, je trouve un fil qui est le mien et je vais vaincre mon propre Minotaure qui est mon manque de confiance. Enfin, c'est tellement central et ça calque tellement aux mécaniques que notre cerveau peut expérimenter avec notre réseau neuronal, la réflexion je prends un chemin, c'est pas le bon mais je sais que c'est pas là du coup. En fait, ça épouse tellement le fonctionnement quelque part de notre cerveau que ça m'étonne pas que ce soit quelque chose d'aussi prégnant, qui se retrouve sous plein de formes, que finalement on continue sans cesse à interroger. Internet est devenu un nouveau labyrinthe. Tu parlais des magasins, l'autre jour j'ai essayé de sortir du parking de Créteil-Soleil qu'ils sont en train de refaire. J'ai passé 20
fucking minutes à m'en sortir, et ça montait, ça descendait, ils avaient construit des trucs, c'était en travaux à moitié, c'était complètement dystopique, quoi. Et heureusement que ma femme était native de Créteil, qu'elle elle a été mon Ariane sur ce coup, mais c'était absolument fou. Et voilà, donc moi c'est ce que je dirais, c'est que c'est inscrit en nous, le labyrinthe. C'est presque une question, mais bon, souvent en fait, donc à Paris notamment, il y a beaucoup de petites rues et en fait, donc l'œil se heurte très rapidement à une façade. Donc l'œil ne se repose pas et est constamment en fait bloqué. Ben, la vue est bloquée, donc on ne voit pas au loin. Et donc j'en discutais avec quelqu'un qui faisait des décors au cinéma et en fait qui expliquait c'est pour ça que les villes américaines sont beaucoup plus agréables à filmer parce qu'elles ont des perspectives beaucoup plus intéressantes avec ces longues avenues. Donc quand on est beaucoup moins labyrinthique. Hein, absolument. En fait, on a donc si la caméra elle regarde au loin, ben, il y a ça. Puis si la caméra panote, il y a les longs bâtiments qui sont magnifiques avec ces longues perspectives et ces longs buildings. Et en fait le labyrinthe, pour moi, il y a quelque chose aussi qui est presque physionomique, qui est notre corps. Il y a une angoisse parce que notre œil ne se repose jamais, parce qu'il est constamment heurté à une façade et il n'y a pas de perspective. Et à Paris, donc il y a beaucoup de gens qui ont des crises d'angoisse à Paris, et en fait l'anxiété vient du fait que votre œil, pendant 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures, ne va pas voir au loin, et il va avoir cette angoisse qui va être créée. Parce que techniquement, si on oublie ça, si on vous dit, voilà, dans 3 heures, vous sortez du labyrinthe, si vous n'avez pas cette angoisse interne, vous dites juste, ok, dans 3 heures, je suis sorti, et donc j'avance. Alors que je pense qu'avec le corps qui vous envoie des signaux, qui vous dit, ça va pas, là, tu te reposes pas, ton cerveau, il est en panique, je pense qu'il y a quelque chose de physionomique au-delà de conscient. Je parle en réfléchissant, pardon. Non, c'est assez drôle d'avoir cet exemple de quelqu'un qui dit que c'est beaucoup plus intéressant à filmer, parce qu'on voit bien que toute la période expressionniste du cinéma, au contraire, ce qu'on va chercher, c'est les moments où on bloque la perspective. Donc oui, du cinéma expressionniste allemand, on va avoir des décors Caligari, voilà, où véritablement on a des décors qui se cassent la gueule, jusqu'au dernier grand expressionniste au cinéma qui est Orson Welles. On voit dans son Kafka, par exemple, justement l'opposition nette entre les plans tournés dans des cités autour de Paris et le moment où le personnage va passer du bureau d'un peintre à son lieu de travail dans quelque chose de complètement impossible. Et en effet, l'expressionnisme peut-être est aussi un rapport au temps qui est différent du rapport esthétique contemporain. On travaille depuis la modernité, on travaille la vitesse, la fluidité, le voir au loin. Il faut que ça circule et que ça circule bien. On considère qu'une ville est vivable si on y circule bien. Donc on résout le problème à Rouen assez simplement. Je crois qu'il y a quelques propositions de nos futurs élus qui visent à piétoniser quasiment l'entièreté du centre-ville de manière à ce qu'on circule très très bien et très très vite autour. Ici, l'exemple même, quand on refait des quais ici à Rouen, on fait le vide. Et puis on laisse un petit bout de labyrinthe là en effet dans le hangar 106 pour les techniciens. Donc il y a des rapports esthétiques et des rapports au temps. Tu parlais des labyrinthes des cathédrales, des cynosol des cathédrales, il y a plusieurs mots, on appelait ça aussi la lieu. Parce qu'il fallait, parcourir le labyrinthe à genoux là, en tant que pénitent, c'était l'équivalent de marcher une lieue dans le territoire réel. Donc c'est aussi quelque chose qui prend du temps à parcourir, et je pense qu'il y a aussi quelque chose d'anxiogène pour la modernité dans l'idée du labyrinthe, c'est que ça va pas vite. On perd du temps, voilà, on trouve tout, les mecs qui bossent sur Google, s'ils essaient de nous faire gagner du temps, en tout cas ils essaient de nous montrer des autoroutes, ils supportent pas non plus qu'on se paume dans Internet comme on pouvait se paumer aux prémices. Moi je me souviens à l'époque où les modems faisaient 56K et qu'ils faisaient et on allait d'un lien à un autre, et on tombait sur le site d'un berger néo-zélandais fabricant de cerfs-volants, alors qu'à l'origine on ne cherchait pas du tout ça. Alors, du coup, sur les architectures, on a vu à peu près le labyrinthe, mais ça ne se traduit pas que par du labyrinthe, ça se traduit aussi par des formes, des volontés de... Oui. Tu veux parler des chairs, c'est ça? Oui, peut-être. Ah bah putain, merci. Non, parce que du coup, je voulais parler aussi, parce que l'on a parlé de la vraie architecture, des contraintes, etc. Mais il y a aussi
l'architecture qui serait purement impossible, c'est-à-dire elle peut exister dans une image, un point de vue qu'on a, etc. Je pense à l'anamorphose, à des choses comme ça. Et puis en fait, dans le réel, ça ne peut pas être expérimentable parce que ça procède d'une impossibilité pour le coup. Et donc là, on arrive forcément à Escher. Alors, Piranèse était, je trouve, un des premiers ancêtres, un peu avec ses prisons, à jouer dans quelque chose qu'on n'avait pas vu pour l'époque et de dire je vous fais un truc qui pourrait presque pas exister. Mais Escher lui a poussé le truc plus loin par son attrait pour les matiques et pour le dessin de façon concomitante. Et est-ce que tu peux montrer Relativity, s'il te plaît alors je te montrerai un truc après, je veux juste que tu mettes Relativity d'Escher parce que c'est une image qui va changer, notamment pour moi, tout le jeu vidéo en fait. On trouve à peu près 8-9 jeux qui s'inspirent directement d'Escher. Je vais vous prendre Monument de Valley où il faut tourner le décor pour voir qu'en fait un escalier est empruntable alors qu'on croyait qu'il y avait un trou. Il va y avoir Echochrome qui fonctionne pareil. Il y a Cryo Chamber, il y a Portal qui quelque part aussi joue avec voilà juste cette image où vous la connaissez toutes et tous je pense. Alors si tu mets en grande taille peut-être on verra mieux. Je vais avoir celle-ci. Voilà. Et là vous voyez c'est des bonhommes en bois dont on se sert pour la sculpture. Là vous savez les petits persos qu'on met dans une position pour faire un dessin. Et lui il les a pris et il les a mis sur des vous voyez donc des gravités qui sont différentes. Donc j'utilise les 6 gravités. C'est-à-dire il y a le sol, le plafond et les 4 murs qui vous entourent. Donc il fait marcher des gens sur ces 4 gravités. Et en fait ça va complètement chambouler en fait beaucoup de game designers qui vont se dire mais ça moi je peux le coder. Je peux dire que ce personnage marche sur une gravité. La 3D me permet de faire ça. Voilà, et j'aimerais bien que tu mettes, si tu peux, juste derrière un jeu qui s'appelle Manifold Garden, ça dure juste 1 minute, mais si tu peux offrir ces images, faites-le. Est-ce qu'il est dans le... Il est dans le dossier, je te l'ai mis de côté. C'est super. Et c'est un jeu qui s'est appelé Relativity pendant 5 ans, avant que la personne décide de l'appeler un peu autrement, parce qu'il avait des... Mais en fait, voilà, ça fonctionne sur le fait que vous pouvez marcher en appuyant sur l'espace, le sol, le mur qui est en face de vous devient le plafond. Et du coup, c'est une structure qui se répète à l'infini dans un grand vide. C'est-à-dire que si vous tombez, vous allez arriver par au-dessus de votre structure. Donc c'est pas de game over. Ça s'appelle un torus 3D, c'est une espèce de donut en fait dans lequel si vous tombez, vous faites un tour pour revenir de là où vous venez quoi. Et en fait, le jeu vidéo permet de faire ça, alors que clairement dans le réel c'est absolument impossible. On peut pas sauter dans l'infini déjà, on peut pas sauter sans mourir, on peut pas répéter une structure. Donc en fait, c'est là où on touche vraiment à partir de Escher, qui pour moi a ouvert une porte dans l'imaginaire et dans pas les mathématiques, parce qu'il y avait déjà ces concepts qui étaient explorés par des mathématiciens, mais je pense qu'il y a des mathématiciens, qui ont bossé sur certaines de ces œuvres en disant, mais il y a notamment une œuvre où on voit une image qui twist vers le centre, et il a laissé un espace blanc au milieu, et il y a des mathématiciens qui se sont pris la tête pendant des mois de dire, comment est-ce qu'on continue, c'est une sorte de vectorisation chelou, j'y connais rien, et du coup tu as vraiment des mathématiciens qui se sont pris la tête pour dire, mais comment Escher a fait, c'est quoi la suite, et il y avait 2 camps qui n'étaient pas d'accord sur, bah non, ça se retournait sur soi-même, et qu'un artiste arrive par un dessin, à faire shifter des gens de dire oh, mais attends on rentre dans une zone là qui est plus la zone du réel mais qui pourtant existe, vous allez pouvoir marcher dedans, jouer dedans, avoir l'impression que ça existe. Donc c'est une architecture impossible que grâce à des dispositifs que la machine offre et que le réel n'offre pas, et ben là on met complètement le doigt dedans et pour le coup ça ouvre sur beaucoup d'œuvres, de jeux vidéo notamment qui ont permis des choses il y a Beetlejuice aussi, il y a beaucoup de films qui ont fait un hommage à ça. Peut-être que tu peux aller sur un des onglets, il y a un truc qui s'appelle Visage, donc il y a un jeu d'horreur, si tu peux le mettre en full screen. Et littéralement, ils ont pris le tableau et ils l'ont mis dedans. Vous allez voir dans quelques secondes. C'est une magnifique ouverture de porte à suspense. Est-ce que c'est on voulait faire une intro. Il n'y a pas de screener, attention. Beau. Vous allez tout de suite comprendre le vertige en fait de ça, quoi. C'est absolument magnifique. Et pourquoi on voulait vous montrer ça? Pour un truc tout bête, c'est que regarder un tableau, c'est ultra impressionnant. Déjà, il n'y a pas d'échelle de valeur entre le vivre et le regarder. Mais imaginez sur ce type d'œuvre, à la place de juste le voir, vous êtes dedans. Et ben c'est ce que les médias actifs, donc le jeu vidéo, le théâtre interactif et immersif proposent, c'est littéralement de rentrer dans l'œuvre. Alors, le théâtre, malheureusement, on ne pourra jamais vous faire ça. Par contre, le jeu vidéo le peut. Vous pouvez vous balader littéralement dans un tableau en 3D. Et c'est ultra flippant parce qu'il y a une angoisse. Imaginez, vous êtes au casque, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas en train de regarder une vidéo à une table ronde. Et ben, c'est brillant pour moi, je trouve, l'idée que le jeu vidéo s'empare de concepts qui étaient déjà impressionnants sur un tableau et le crée en 3D. Je ne sais pas si tu avais vu ce genre de choses, ce que tu en penses toi. J'avais jamais vu ce jeu, alors du coup je suis hyper intrigué parce que je me demande si on faisait référence aux mathématiciens, de quelle manière ça se programme, selon quel algorithme, parce que pour faire un dessin d'échelle en 3D,
Si vous utilisez un logiciel 3D en définitive qui fait de la sculpture, plus ou moins, en gros, bah, vous ne pouvez pas le faire. C'est pas possible, parce que le truc est impossible. Donc il faut trouver des formules mathématiques. Pour changer les lois physiques. Pour changer les lois physiques, en fait, pour reconstruire des espaces. Et en effet, les mathématiciens ont beaucoup travaillé là-dessus, hein, sur l'ensemble des figures impossibles. Il y en a plein. Le losange de Girondot, par exemple, qui est une sorte de ruban de Moebius. En fait, si on suit, on passe derrière, on repasse. Enfin, voilà, c'est une distance infinie, justement, sur une surface finie. Les mathématiciens vont utiliser ça énormément, et les physiciens, pour comprendre, en effet, les lois de l'espace, les lois du cosmos, c'est-à-dire se dire qu'en définitive, il y a une pauvre dimension à l'architecture, qui est en effet liée à la gravité, qui est triste, dont on essaie de s'extraire. Et les exemples d'architecture que vous avez montrés au début, c'est ça, hein, c'est quand même la prouesse constructive qui fait que, non, je ne sais pas de quand date le bâtiment, mais c'est fait pour impressionner. C'est dire, bah oui, on a un porte-à-faux comme ça devrait tomber. Alors maintenant, on est un peu habitué à ces formes-là, mais on voit, oui, en effet, qu'il y a un développement dans l'espace réputé virtuel de forme de l'espace réel qu'on n'arrive pas à saisir et qui pourtant pilote en effet les lois universelles, les lois de l'univers. Alors juste, je vous ai montré en toile de fond et ça va permettre aussi de questionner ça. L'architecture impossible, c'est pas uniquement effectivement ce côté, je dirais irréaliste, en tout cas fictionnel, labyrinthique, etc. Fisherman Tale, c'est une production Arte en réalité virtuelle. Vous pourrez très bien l'essayer sur des casques de réalité virtuelle. On va être dans une maison de poupée qui est un phare avec un pêcheur, et on va se retrouver plongé au fur et à mesure au-dessus. C'est-à-dire qu'on va être le joueur qui voit dans la maison de poupée et on va rentrer dans la maison de poupée, et à plusieurs étapes, on va se retrouver, on va changer d'échelle à chaque coup. Je voulais vous montrer pour que vous vous rendiez compte, voilà, et on va se retrouver au fur et à mesure plusieurs fois dans le même univers à différentes échelles. C'est le point de vue qui devient impossible. Exactement. Voilà, je trouvais ça intéressant de se dire que finalement l'architecture est réelle, mais c'est le point de vue qui va devenir impossible parce qu'on va produire du coup. Voilà, on va jouer de manière réaliste du coup avec un casque de réalité virtuelle. Et c'est très, inintéressant sans l'immersion qui va avec. Mais ce qui est énorme, c'est que c'est là depuis les enluminures et l'espèce de vue de Dieu, tu vois. C'est ça. C'est vu du point de vue de Dieu qui regarde un peu en vue plongeante. Voilà. Et aujourd'hui, la technologie peut permettre effectivement de se dire, ben voilà, je vois ça et je vais rentrer à l'intérieur de cette maison de poupée et je vais rentrer encore à l'intérieur, etc. Tout en proposant plus une narration. Ce qui est intéressant, et ce qu'on voyait aussi juste avant avec le HR et juste là, c'est ces architectures impossibles. C'est dur à dire. En fait, il faut réfléchir aux thématiques qu'on a envie de raconter à chaque fois. Je parle dans les œuvres fictionnelles. C'est, alors le visage, c'est un jeu d'horreur, et l'idée, c'est on est en pleine enquête, et à un moment, on bascule dans le fantastique, et il y a ce moment où on est perdu. Et qu'est-ce qu'ils font? On est perdu, on pousse une porte et bam, on arrive dans cet environnement où littéralement la narration environnementale dit vous êtes perdu, vous avez compris. C'est un peu basique quand c'est analysé, mais ça marche bien quand on est en train de le vivre. Donc Shining, on l'a vu, c'est la thématique du labyrinthe, on est encore une fois perdu. Là, on a la thématique un peu du côté, quand on était gamin, on s'amusait à jouer avec les petites figurines, ce sentiment très agréable quand on est en VR d'être en contrôle, de jouer, etc. Et en fait, le type d'architecture impossible qu'on va créer dépend des thématiques du jeu qu'on est en train de fabriquer. On parlait de Zelda ou Inside, par exemple. Inside, c'est un jeu de plateforme qui est avec une grosse narration, et vous allez vous balader, alors je crois pas qu'on ait des images, mais vous allez vous balader comme, imaginez comme dans Mario, de gauche à droite, et à un moment on arrive dans une immense pièce très froide, et en fait sur le plafond c'est de l'eau, c'est une espèce de piscine, une piscine renversée, voilà, où la piscine est au plafond, et dedans il y a des gens qui flottent vers le haut. Et donc c'est un moment assez étrange dedans où on commence à comprendre que l'homme a voulu jouer à Dieu et a brisé quelques règles. Ouais, et ça respire pas la joie de vivre. Non. C'est très chatoyant pourtant. Mais en fait, ce qui est assez génial, c'est que l'idée de on casse une des règles qui est tout simplement la gravité, elle est accompagnée par la narration de ce qu'on est en train de vivre, qui est jusqu'où va aller la recherche, la science, l'homme,
qui essaye de briser la nature et de la faire s'adapter. Alors il y a énormément d'autres thématiques, mais à ce moment-là, c'est ce que le jeu veut raconter. Et je trouve ça fascinant de se dire quand est-ce qu'on brise, quand est-ce que ça devient impossible pour nous et possible dans un univers fictionnel. Et ben, quand est-ce qu'on décide de briser une règle? C'est quand on a envie de raconter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a envie de raconter dépend de la règle qu'on a envie de briser. Là, on brise la gravité, qui est une règle bête et méchante. Et on se dit, bah tiens, pourquoi? Qu'est-ce que ça va raconter? On brise pas les règles juste pour le fun. Escher, il voulait raconter quelque chose quand il a fait ça. Moi, je voulais juste te dire un petit truc pour changer de médium, de parler du manga Blame, Buramu, en japonais, je crois, comme ça. Tout à fait, merci. Et du coup, c'est l'histoire de l'auteur, Tsutomu Nihei, à la base est un architecte, qui est parti faire des études à 20 piges, il a pu aller à New York, etc. Et il en est revenu complètement frustré parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il voulait, tu peux mettre Blame, méga structure si tu veux. Parce que l'idée de Blame, c'est donc une ville qui se construit sur des milliers de niveaux, au point que c'est la ville qui se construit elle-même parce qu'elle a été robotisée, donc elle a des systèmes de protection, des constructeurs, donc voilà, c'est l'histoire d'un héros qui se retrouve dans une méga structure dont on ne sait plus qui la dirige, elle se construit elle-même, et en fait elle fait des strates. Si on descend très très profond, on va voir des ruines d'un ancien monde peut-être humain, et puis plus on monte, plus c'est robotisé. Et on a même à l'intérieur de cette espèce de gigantesque ville, qui est une sphère de Dyson, à la fin on se rend compte que c'est dans une espèce de gigantesque sphère, il y a des gens qui ont perdu, un moment le héros arrive au niveau 3000 et il croise des humains qui ont complètement perdu l'histoire de ce qu'ils étaient, ils sont coincés dans cet étage, ils ont genre un fusil, et s'ils paument le fusil, c'est le dernier fusil qu'ils ont, ils savent plus comment faire. Et il y a ce truc très vertigineux aussi des strates du temps, et du côté totalement effrayant de se trouver face à une architecture qu'on comprend plus. L'architecture, quand on regarde le manga, à la fin elle s'explique, c'est quelque chose d'assez mathématique et tout, mais pendant tout le manga, on est sans cesse confronté à... Alors ça c'est un autre de ces mangas, mais si tu regardes par exemple celle-là, ouais, celle sur laquelle t'es, tu vois, c'est le héros qui tombe dans des trucs qui sont inversés, t'as énormément de phases avec du vide, avec même des architectures qui deviennent presque organiques, et donc il a vraiment réussi, si vous avez l'occasion un jour de lire ça, à créer vraiment une espèce de terreur architecturale liée au gigantisme, liée au fait que cette ville n'est plus humaine et pour autant elle est quand même construite et pensée par des machines. Donc c'est vraiment une œuvre que je trouve en plus très émouvante parce que c'est l'histoire d'un architecte qui n'a pas trouvé dans le réel ce qu'il voulait exprimer à propos de l'architecture. Et du coup c'est intéressant de voir qu'il y a aussi ce chemin-là. Voilà. Avant qu'on passe... Donc pour moi, c'est l'angoisse, l'architecture. Il se rend compte que c'est un truc un peu dégueulasse. C'est dingue, il a réussi à recréer ce que l'imaginaire nous donne de New York, en fait, de ces trucs. Alors qu'en fait, quand il y a un truc le réel est moins séduisant que la fiction à mes yeux. Et il a réussi à recréer quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif. Et bon, il y a un film qui est beaucoup moins intéressant sur Netflix, mais de le voir en mouvement, il y a un truc quand même qui naît. Moi, je trouve quand ce genre de choses bouge, d'un seul coup, ça prend vie, en fait. Alors, juste avant de passer aux questions du public, il y a eu un âge d'or de l'architecture qui était influencé par l'art et vice-versa. Est-ce que, encore aujourd'hui, l'architecture réelle, je pense à Gaudi, des choses comme ça, qui osaient des choses qui avaient un sens d'un point de vue fonctionnel, et puis des fois pas du tout. Juste un sens esthétique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des volontés de se dire on y va pour l'amour de ce qu'on va y faire? Dans le réel ou dans le fictionnel? Est-ce qu'il y a ce lien entre ces deux, se dire voilà, au-delà du fonctionnel, on voit qu'il y a beaucoup de constructions qui se font 90% pour du fonctionnel. On en parlait tout à l'heure, des lignes bien droites, on ne se perd pas, c'est un ennemi. C'est tellement de thunes que en fait tu vas pas des escaliers faucons, voilà, des choses qu'on finalement on se dit pour l'amour du... C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait, c'est-à-dire qu'avant il y avait la religion qui poussait à faire ces choses incroyables. Maintenant, en gros, est-ce qu'on mettrait le budget qu'on met pour un jeu vidéo qui est un objet commercial, ou fabriquer une fusée, mais pour quelque chose qui, entre guillemets, est juste de l'art, pour la beauté de l'objet. Je pense pas. Dans le jeu vidéo, clairement, là vous avez proposé plein de titres, on n'est pas sur du gros studio qui tâche. Hein.
On est, non mais c'est important regarder de Dark Souls. pointer ça, voilà, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des univers virtuels, donc en termes de moyens ça coûte moins cher que produire les bâtiments, je pense que vous avez montré au début, mais ça reste des petits studios qui se permettent de proposer ou d'oser. Mais ils sont peut-être là, tes Gaudi aussi, que tu cherches. Je pense que clairement, dans ce que permet l'ordinateur, il y a maintenant un accès à l'infini qui est direct. Mais je pense que tu aurais des choses à en dire, c'est que le problème de ce que tu dis, de refaire une Sagrada Familia, c'est que on a la contrainte. Même des lavalos, enfin des trucs plus petits, des trucs. Ouais, mais notre monde a évolué depuis cette espèce d'âge d'or. Aujourd'hui, on sait qu'on va être 10 milliards dans pas longtemps. On sait qu'il y a la moitié de l'humanité qui n'est pas logée dignement. On sait que si on a plein de thunes, est-ce qu'on va faire un grand truc qui sert à rien ou est-ce qu'on va loger ces gens? Est-ce qu'on va... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a peut-être moins de place. Allez-y, les gars, on s'en fout. C'est plus, wow, ok, ça va passer par plein de gens qui vont valider des trucs. C'est beaucoup d'argent, c'est des Beaucoup de normes. Est-ce que c'est Jean Nouvel qui va l'avoir? Enfin, ça a tout plein de trucs qui font que t'as plus trop de place. Mais dis-moi si. Oui, mais Jean Nouvel et d'autres travaillent encore. Il y a une architecte qui est décédée il n'y a pas très longtemps, architecte iranienne, qui était un peu la pro de l'architecture impossible. Alors pareil, c'est l'architecture somptuaire, grosso modo. Donc avant c'était pour l'Église, maintenant c'est pour l'État, pour faire. Et puis aujourd'hui de plus en plus pour les multinationales, pour la justice. Pour la justice, j'avais cet exemple-là, j'ai pas osé le dire, mais par exemple Amazon, quand ils ont créé leur siège à Seattle, se sont permis de faire des bureaux en bulle, avec une perte d'espace totale, mais voilà, qui peut se le permettre, voilà. Qui peut se permettre ça? Donc aujourd'hui c'est le corporate, grosso modo, mais cet architecte-là, c'était pour l'exemple qu'est-ce que c'est que l'architecture impossible aussi au sens très pragmatique du terme. Elle devait construire la médiathèque de Pau, donc c'était un projet un peu mou, quoi. C'était des cours comme ça et toute une structure en plastique, voilà. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait personne qui pouvait. Donc elle a remporté le concours, il y avait plein d'argent. On a envoyé les bureaux d'études et au final, on ne pouvait pas le construire. Donc on a abandonné littéralement le projet. Donc voilà, l'architecture somptuaire, elle existe encore. Il y a encore ceux qui ont les moyens de se le permettre. Et puis j'ai envie de dire, on a aussi la ville qu'on mérite, quoi. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a comme un rétrécissement, une sorte de dureté dans l'espace social, politique et économique, qui dessine aussi des formes. Hein. Je parlais du nouveau projet du palais de justice le long du périph' à Paris. Là. On a l'impression d'un retour en Russie dans les années 60. Architecture de pouvoir. On est vraiment on ne cherche pas à faire rêver par l'architecture, on cherche là, pour le coup, à en imposer. Alors oui, mais bon, après Notre-Dame, nous on avait un projet, c'était de transformer en aire d'accueil, genre du voyage, pour qu'une fois les manouches puissent être en centre-ville. D'autant que la charpente a été construite par des cagottes Berner, enfin je vous raconterai ça plus tard. Mais pour répondre à ta question, je disais que je suis assez d'accord avec vous, où globalement je ne pense pas qu'on soit dans une optique mondiale. Moi je serais plutôt pour détruire certaines églises pour construire des appartements. Mais la vraie... Un truc à détruire avant les églises, mais oui. Ouais, je l'ai mis en numéro. il y a des grandes surfaces, des grands magasins qui sont pas forcément d'actualité en 2020. Non, mais ouais, non, oui. parce que là, on a modifié aussi un peu les choses. Hein. Je vous rappelle que Rouen a touché une subvention européenne pour, je ne me souviens plus exactement, Christophe, tu te souviens du nom? Pour faire de Rouen voilà, pour faire de Rouen un centre commercial à ciel ouvert. Quel beau terme. C'est bon, moi ça me fait rêver. Donc il y a des mutations, on se rend compte que les malls, ça marche sans marcher, mais en fait ça met l'économie à l'extérieur de la ville, et puis on voudrait quand même rentabiliser la vieille pierre, donc le meilleur moyen pour rentabiliser la vieille pierre. Donc on est aussi agi par tout ça, hein. On est aussi agi par des décisions politiques, des lignes comme ça qui se dessinent, qui sont absolument effrayantes, et dont on connaît même pas l'existence, il faut quand même aller fouiller pour savoir qu'on a touché une subvention pour être un centre commercial à ciel ouvert. Et si on le dit à n'importe qui, on a les cheveux qui se restent sur la tête. Mais on est un peu aussi dans ce moment. Hein. On n'est plus dans le moment pionnier, y compris l'architecture soviétique, constructiviste, voire même stalinienne, avec ces buildings. On est aussi dans quelque chose qui se veut raisonnable et économiquement inscrit.
Après, il y a des choses privées qui m'ont assez bluffé, c'est déprimant, mais aller dans les magasins sur les Champs-Élysées juste pour déprimer. Bon, moi, j'étais rentré dans une... Non, mais c'est fascinant, j'étais rentré dans une boutique, je crois que c'est Guérin, et la boutique est déjà immense. On rentre, c'est une toute petite devanture, et en fait, c'est immense. Et je m'enfonçais dans le magasin, et donc je découvre déjà qu'il y a une immense arrière-salle. Et je fais, mais déjà, où ils ont toute cette place? Et je vois un escalier de marbre blanc immense, magnifique, qui descend, et il y avait un musée en dessous du magasin. Et là, j'ai fait, waouh! Et en fait, tu sais, c'est les poupées russes, c'est en ouvres une, tu fais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et littéralement, je m'étais dit, mais ok, et j'en ai fait une de boutique, j'ai pas voulu en faire d'autres. Je me suis dit, ok, c'est fascinant, il y a une forme. Tu fais ça dans un univers fictionnel, on ne croit pas en fait. Moi, peut-être pour le seul truc où tu pourrais trouver encore un peu de ça, c'est ce que j'appellerais, je sais pas, l'architecture des fous ou l'architecture non sensique. Alors, je pense qu'on peut peut-être en trouver en Corée du Nord, il y a peut-être on a encore des ersatz, des choses totalitaires, etc. Mais je pense plus à la maison du facteur cheval ou même encore mieux à la Winchester Mystery House que vous connaissez sans doute. L'histoire de ça, c'est que c'est la veuve de Monsieur Winchester, qui est donc celui qui a inventé les carabines, qui ont tué des milliers, voire plus de gens. Je pense qu'on peut être dans des millions. Hein. Et elle, en fait, à la mort de son mari, elle est partie en psychose de ouf, et elle s'est dit j'ai la mort de ces gens sur ma conscience. Et elle était très versée dans les trucs spirites, donc elle avait un spirit qui venait chez elle, elle faisait des séances, et le spirit lui disait il faut que vous construisiez une salle de plus dans votre maison pour accueillir les âmes des défunts. Et elle voulait perdre, entre guillemets, les âmes des défunts, ce qui fait elle voulait qu'ils restent piégés dans des espèces d'endroits, donc elle a fait des fenêtres au sol qui ouvrent sur l'espace en dessous, des escaliers qui montent au plafond sans possibilité de monter. Et donc la maison, elle l'a construite avec les années, donc c'est devenu un truc absolument immense, on dirait le manoir dans Édouard Bain d'Argent. Ouais, voilà, ou dans Édouard Bain d'Argent. Et du coup, il y a vraiment un truc complètement dingue de quelqu'un qui avait des millions et des millions, où il n'y avait personne pour le dire, ouais, enfin c'est chelou quand même, escalier. Et elle l'a fait, et du coup, cette maison existe, et c'est rempli de choses impossibles à remonter parce qu'elle les a fait, mais ça n'a pas de sens, donc ça en devient presque impossible. Impossible à vivre. Et impossible à vivre, en tout cas, voilà. Et pour autant, elle a pu aller jusque-là. Donc c'est fascinant de se dire que finalement, si on laissait faire certaines personnes, on pourrait voir ça. Il faut juste des millions. Pas uniquement, hein, parce qu'il y a l'architecture de pauvre qui est complètement impossible. J'ai pas montré Ouais. les images des cités de garage à Moscou, hein, ou en Russie de manière générale. Hein. Donc ils ont aussi la même évolution que nous dans les années 60. L'automobile arrive, mais il n'y a pas la propriété privée, donc il faut garer son automobile. Donc on donne aux coopératives des terrains à faible coût, où ils vont poser des petits garages en tôle. Et puis au fur et à mesure, les gens vont commencer ça ici. On est loin de la surveillance politique et sociale des concierges, donc c'est là où on va lire la presse d'opposition. Il y a Tonton Vania qui va réparer votre voiture, et puis arrivent les années 90, voilà, la guerre froide se termine, il y a un camp qui perd, donc l'URSS perd, le système s'effondre, et des gens vont être appelés vers les villes, et puis ils vont surtout devoir survivre, et donc ils vont investir ces garages à la fois pour travailler et pour vivre. Et donc sur les images que je vous montrais tout à l'heure, on a des fois des choses complètement improbables, c'est-à-dire, alors la cité sur laquelle je travaillais, hein, c'était 8000 garages en plein centre de Moscou, donc un dédale de ruelles impossible à cerner, par moments des maisons ou des bungalows posés directement sur les toits des garages en porte-à-faux, ça sent vraiment le porte-à-faux qu'on a vu jusque-là. Les flics rentrent pas dans cet espace-là. Tous les gens vous disent, au début j'avoue que j'y croyais pas trop, ils disaient oui mais là-dessous, si ça se trouve vous trouvez 4 étages de sous-sol sous les garages, et puis des souterrains pas croyables. Et au moment de la destruction, et puis en visitant, en travaillant à quelques-uns des garagniks, et ben on se rend compte que ouais, ça existe vraiment, cet espace-là existe vraiment. Il y a en effet 4 sous-sols en dessous du truc. Alors au rez-de-chaussée, officiellement, on fait sécher du hareng, et puis au 4e sous-sol, le mec il travaille sur un obscur projet de moteur qui va révolutionner l'avenir de l'humanité, qui tournera tout le temps. Il y a des méchants de James Bond. On est véritablement dans du James Bond, mais dans le réel. Mais en effet, ça ne marche que quand c'est pas planifié, et ça marche par le bas, quoi. Je crois que véritablement l'architecture impossible aujourd'hui, si on la cherche, on la trouve plus facilement en regardant la ville du bas qu'en regardant la ville du haut, où en effet les dépenses sanctuaires sont redistribuées de manière un peu différente. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, juste là. Bonjour. Alors, ça va être dur de formuler la question. Depuis tout à l'heure, je réfléchis. Je me posais la question, est-ce que quand on parle d'impossible, alors tout à l'heure on a parlé d'impossible physique, par rapport aux lois physiques, on parlait de gravité, qui peut être changée avec des jeux notamment.
Et là, sur la fin, on a parlé de l'impossibilité dans le sens, d'un point de vue, cerveau humain, en fait. Est-ce que c'est peut-être passé la limite en se disant, on a peut-être peur de devenir fou en se disant que ces choses sont possibles. Et c'est pour ça qu'on voyait les bâtiments qui certes, on savait qu'ils tenaient d'un point de vue physique et de la gravité, mais peut-être que notre esprit n'a pas envie que ça fonctionne. Et c'est peut-être nos barrières. Pardon. Et je vais juste finir. Parce que notamment, on sait qu'on a des limites quand on parle de sommes d'argent. Par exemple, on a souvent l'exemple où on sait que des milliards, on l'entend souvent, mais en fait, on ne sait pas combien. On ne peut pas savoir combien c'est des milliards. Et est-ce que c'est peut-être pas ça la limite, c'est que notre cerveau n'est pas fait pour les grosses quantités et les grosses, trop d'informations en fait. Moi, je pense que notre cerveau, par l'expérience, il s'adapte. Et je pense qu'en effet, il y a 150 ans, on aurait dit à quelqu'un, tu vas vivre au 25e étage, juste ça. Ça aurait été quasiment impossible. Il y a eu des peurs bleues, des premiers buildings ou ces choses-là vraiment. Et on voit qu'on aime expérimenter ça aussi. On n'a pas parlé de la fête foraine, mais la fête foraine, c'est un espace de l'expérimentation spatiale depuis plus d'un siècle et demi. C'est-à-dire si on part du Palais des Glaces déjà, qui est une sorte d'impossibilité spatiale, et même le fait qu'on puisse jouer de la gravité, se retrouver la tête en bas, enfin, il n'y a que la fête foraine qui produit ça. Et c'est aussi un incubateur d'une manière dont on peut supporter ces espaces-là. Donc il y a aussi, il est éminemment culturel l'espace, et on arrive aussi à des degrés d'acceptation et de complexité qu'on arrive de plus en plus à intégrer et à comprendre. Et à quel point justement la réalité dite virtuelle va influencer et rendre acceptable, voire supportable certaines conditions spatiales, ça peut être plutôt sans doute effrayant, mais plutôt intéressant à mettre en perspective. Moi j'ai un truc, j'ai deux trucs. Bon, la première chose évidemment qui me vient à l'esprit, c'est Lovecraft, avec tout ce qui est non euclidien, la dimension, toute une dimension de tu n'es pas capable de le comprendre, et c'est ce qui va créer de la peur, de l'angoisse, de la terreur chez toi. Ça c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose qui m'a toujours fasciné en fait, c'est lorsqu'on étudie la lumière, on apprend que notre œil est capable de voir entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Et on a toujours vu ce cercle chromatique comme un cercle avec toutes les couleurs. Et je me rappelle, lorsque j'étais en train d'étudier les caméras, il y a un de mes profs qui me dit « Non, tu as toujours ça vu d'un cercle, donc vu de haut. » Et en fait, c'est pas du tout un vu de haut, c'est une spirale. Donc il faut imaginer comme quand on taille un crayon, il y a une spirale qui part, qui fait ça, et donc ça part donc de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Et c'est notre œil, c'est ce qu'il voit. Or, il y a des animaux, ils ne voient pas ça, ils voient un peu plus, un peu moins, ils voient autre chose de différent. Et nous, lorsqu'on l'a compris, lorsque la science nous a permis de le comprendre, il y a même des machines qui nous permettent de le voir, on n'est pas devenu fou, on n'est pas devenu... c'est juste que ça a été un processus lent d'apprentissage. Alors évidemment, si là maintenant on part il y a 2000 ans et on essaye de l'expliquer, on finit sur un bûcher, au mieux. Et je pense que juste on est capable de le comprendre, mais il faut y aller aussi étape par étape. Je pense que le jeu vidéo a énormément démocratisé les univers, et aussi la peinture, etc., a énormément démocratisé les univers fantastiques. Moi je pense que la science va nous aider à appréhender ce que l'on considère comme impossible aujourd'hui. Et moi je vais finir sur je suis grave d'accord avec toi, je pense qu'il existe une terreur architecturale qu'elle est difficile à exprimer et à expérimenter. Moi je l'expérimente par le vertige. Et par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Naïsansi, qui est un jeu magnifique qui s'inspire de Blame. C'est quelqu'un qui est fan de Blame et des prisons, de Piranès, enfin tout ce qu'on a cité aujourd'hui, c'était son truc. Et il a créé un jeu tout seul, qui est gratuit aujourd'hui, qui s'appelle Naïsansi, donc c'est naissance avec un deuxième E à la fin. Et c'est un jeu que j'ai fait en stream, donc en live avec les gens. Donc t'as un peu le stress, t'essaies de faire bien et tout. Et c'est un jeu que j'ai dû arrêter la première fois au bout de 2 heures, parce que mon corps était complètement... j'avais des courbatures de dingue, tellement j'adorais le jeu, je voulais y jouer, j'avais une fascination de dingue. Mais les volumes, les distances, le côté complètement totalitaire presque d'un truc très brutaliste, sans aucune chaleur, avec que des textures grises, ça m'avait profondément terrifié. Et je pense qu'il y a un truc qui me fait marrer, c'est que quand tu regardes l'histoire de la tour de Babel, qui est donc les premiers hommes qui essayent de bâtir un truc pour tutoyer le ciel, et c'est Dieu qui arrête cette construction, et qui en plus leur change la langue, etc. Donc c'est comme si déjà dans nos textes bibliques, on utilise comme un peu les premiers livres de psychologie, un peu déguisés pour te dire attention, on fait pas des trucs trop grands. Je pense qu'il y a quand même déjà cette idée
très physique qui remonte aux premiers hommes. On est sur Terre, pourquoi on tombe pas dans le vide? Enfin, notre corps, et c'est là on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il a aussi ses limites d'acceptation de ce qu'il voit. Donc effectivement, le jeu vidéo est un peu une mitridatisation, hein, cet empereur qui prenait un petit peu de poison pour au cas où un jour on voudrait le buter, il serait... Et nous, est-ce qu'on n'est pas aussi en train, quelque part, par le biais du virtuel, de commencer à s'habituer à des nouvelles choses? La limite, ce sera la thune et la faisabilité technique, mais je pense que avec les nouveaux défis qu'on va avoir mondiaux, etc., je pense que on est en train de peut-être rebattre les cartes et qu'il y a de plus en plus d'urbanistes, d'architectes qui, je pense, se disent c'est quoi la ville de demain, la ville qui va pas devenir un truc horrible dans 50 ans, dans lequel on va tous être des... Je sais pas si... Moi, je pense plutôt que les architectes pensent que le fait que ça devienne horrible, c'est pas très grave. En revanche, la ville, elle change de nature, mais elle change pas par les architectes et les urbanistes. C'est en effet l'ensemble des nouvelles technologies change l'espace lui-même. Donc, pour l'instant, dans l'espace plutôt de l'expérience et du divertissement, mais et encore une fois, avec la fête foraine à un moment donné comme incubateur, hein, le cinéma 5D puis 6D, et là on arrive à 10D sur la fête foraine qui arrive dans les multiplex, qui va arriver bientôt dans votre salon. Au bout d'un moment, l'expérimentation même de l'espace va changer. À quel point, jusqu'où, est-ce qu'on va pas avoir une cuisine qui bouge aussi? Voilà. C'est un laboratoire. Il y a un vrai laboratoire, et là les architectes et les urbanistes sont complètement dépassés par ça. Ils s'en occupent pas parce que pour l'instant ils n'ont pas l'impression que c'est un business suffisamment intéressant. Il y a un vrai problème, hein. Tous les architectes et les urbanistes, ils pensent encore que la ville c'est fait avec des rues et des murs. Et aujourd'hui la ville elle est faite aussi avec des écrans, aujourd'hui avec des systèmes immersifs, c'est aussi ça la ville, quoi. Donc il y a quelque chose qui est par la domotique, hein, on voit aussi l'espace change. Il y a un documentaire qui s'appelle Koyaanisqatsi qui est produit par Coppola il y a très longtemps, que je vous conseille, qui est absolument fascinant. C'est assez vieux, mais il faisait un parallèle énorme entre les circuits informatiques, donc la circulation d'informations sur un circuit informatique, les fourmis et leur naturel à se déplacer, et donc le nouvel urbanisme des années 80-90, avec ces longs couloirs de métro où on était littéralement des circuits d'information qui passaient. Et c'est exactement ça, hein. Et j'irai même plus loin, parce que moi, maintenant, mon travail, c'est de faire des vidéos, donc la majeure partie de mes journées, très sincèrement, je suis un peu casanier et tout, je sors pas trop, je pense que je passe 20 heures par jour devant un écran. Enfin, pas 20 heures, je dors 5-6 heures, donc allez, on va dire 14 heures les bonnes journées. Ce qui fait que du coup, ma vie, moi, elle est sur un ordinateur, elle est sur Internet. Mon espace, vous pouvez trouver ça triste, moi je trouve ça trop cool, ça me va, mais il est principalement assis. Et je voyage dans une interface qui simule une ville. Tu parlais d'un circuit, mais quelque part c'est ça. Si demain quelqu'un trouve un moyen d'accéder à mes mails en faisant comme ça, au lieu d'aller faire 5 clics, bah, quelque part j'ai trouvé un raccourci dans ma ville. Et en fait, si on réfléchit au fait qu'on est maintenant principalement en ligne, peut-être qu'il y a un futur de l'urbanisme virtuel qui va faire en sorte qu'on vivra mieux dans ces espaces communautaires. Enfin, il y a une dimension de ça, je pense que j'en ai beaucoup à vivre dans un espace virtuel où tout est à faire, où les lois de la physique sont pas... C'est la version optimiste. C'est la version optimiste. Moi, je suis un indécrottable optimiste, donc voilà, mais j'espère. Non, parce que je pense aussi qu'il y a un jeu sur ceux qui font l'espace pour nous. Néanmoins, le programmateur, il fait l'espace pour vous aussi. Il y a quand même un côté démiurge à ça qui tend à nous faire rendre supportable ce qui est insupportable. Et ça depuis longtemps. Enfin, l'exemple du métro, c'est drôle, vous savez que finalement, un métro, c'est un train souterrain. Donc, pourquoi il y a des fenêtres? Pour la ligne 6. Bah, c'est simplement que quand on a fait les premières expérimentations, il n'y avait pas de fenêtres et ça paniquait les gens. Et on a mis des fenêtres aux rames de métro et ensuite on a pu intégrer, tout le monde a pris le métro de manière naturelle. Donc il y a aussi ce jeu comme ça qui fait, on va vous rendre supportable quelque chose qui a priori ne l'est peut-être pas, mais c'est peut-être assez normal en définitive c'est peut-être pas très normal de voyager sous terre, j'en sais rien en fait. Non mais je rebondis sur un peu ce que vous disiez sur les choses pas normales et surtout le côté monde fictif. Moi ça me fait penser surtout à l'architecte dans Matrix, pourquoi il s'appelle pourquoi ce nom-là, et c'est bon, on a je pense répondu à cette question à travers nos interventions. On répond à peu près à ta question, on a un peu dérivé. Un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une autre question sur... Sinon, il va falloir que j'en trouve, ne vous inquiétez pas, j'arriverai à trouver ça. Alors, on n'a pas parlé de Dark Souls, on n'a pas parlé de plein de trucs. Non. Il n'y a pas de souci.
Il y avait juste autour de la ville quelque chose qui va émerger. Alors, peut-être pas, mais on ne sait jamais. Surtout ces automates, c'est-à-dire ces voitures autonomes. C'est cette ville qui finalement, est-ce que les villes, vous parliez de courants architecturaux, il y avait cette fascination pour le métro, pour ces lignes, ces tracés, etc. Aujourd'hui, finalement, on va avoir des technologies qui vont être toutes seules, qui vont se débrouiller toutes seules, qui vont être autonomes. Ça aussi, ça a débuté dans la fiction. Et ça arrive un tout petit peu chez nous, au fur et à mesure. Alors, pas du tout, peut-être que c'est voué à disparaître comme d'autres technologies. Et ça aussi, ça pose de vraies questions d'architecture, possible ou impossible. Et c'est pas pour rien aussi que ces voitures-là naviguent principalement aux États-Unis parce que c'est plus facile. Chez nous, l'expérimentation, on a eu à Rouen et à Saint-Étienne-du-Rouvray une expérimentation avec des voitures autonomes. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, ce qui peut être, je vais faire un peu technique, mais ce qui est intéressant à observer, on peut facilement en parler, parce que vous savez qu'aujourd'hui, la France fonctionne comme aux États-Unis avec des think tanks un peu partout. Et donc, il y en a un qui traite d'un sujet qui, évidemment, nous intéresse beaucoup, qui est la ville dite mobile, et on s'est retrouvé à Embraguer justement. Donc maintenant c'est le propriétaire, c'est quelqu'un qui travaille, qui travaille sur les véhicules, et là on s'est retrouvé à Embraguer dans un truc avec un des principaux fournisseurs, chercheurs autour du véhicule autonome, donc ceux dont on bénéficie là. Et on voit très bien comment le jeu métropolitain s'adapte à ça, à quel point il y a un enjeu économico-politico, commercial. Exemple 36 jours de grève, vous pouvez pas savoir comment la ligne 1 et la ligne 14 qui sont automatisées ont pris une superbe depuis quelques jours pour les... Tout est le fait de rejoindre ces lignes parce qu'il n'y a pas de chauffeur. Donc il y a un côté assez dystopique là-dedans. Mais là-dessus, ce qui est drôle, c'est que les véhicules autonomes, a priori, même les principaux acteurs sont d'accord pour dire que c'est vraiment pas prêt, puis on va probablement pas y arriver, puis ça va pas être trop compliqué, et donc on sera sur des systèmes hybrides. Et ils sont à peu près tous d'accord pour dire le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les vendre, leur truc. Et donc pour ça, on crée du besoin, on le fabrique. De toutes pièces, en définitive, personne n'a vraiment besoin d'un véhicule autonome. Voilà, normalement, tant pis, on va le fabriquer, donc on va passer en effet des accords avec la métropole ici pour faire des expérimentations, parce que ça va être hyper cool, hyper intéressant. On le veut, le futur. Ça va être cette fameuse métropole qu'on nous vante, qui nous vante tous, et il y a une vraie coalition comme ça qui nous échappe complètement et qui nous dessine un futur dont on a peut-être pas véritablement besoin ni envie. Ouais, c'est ça qui est assez étonnant. Je rebondis là-dessus. Alors, pour info, donc moi, les 5 dernières années, j'ai travaillé sur un projet qui se passe dans un futur proche où les androïdes ont pris une énorme place, qui s'appelle D3, donc un jeu vidéo. Et on a vachement réfléchi notamment à quoi ressemblait la ville de demain, notamment parce que le nom du jeu est le nom d'une ville. Il s'appelle Détroit, comment la ville évoluerait, quelle est la réflexion sur l'urbanisme, etc. Et il y a eu une énorme discussion sur à quoi ressemblait la voiture de demain, parce que la voiture est un élément ultra important dans une ville. Et on a discuté avec des chercheurs qui nous ont raconté un truc absolument fascinant, c'est qu'à l'heure actuelle, dans les labos, il y a des systèmes de voitures qui se rechargent en roulant sur des autoroutes intelligentes, avec une 4 voies, avec une voie où on recharge sa voiture et les autres voies où vous pouvez aller plus vite. Vu que les voitures sont automatiques dans 15-20 ans, on suppose, il n'y a pas de question de vitesse, donc il y a effectivement, donc tout est rangé. Et il nous disait, donc tout ça c'est la théorie, on commence à discuter, on voit à quoi ça va ressembler, on est fasciné. Et il dit, mais par contre, il y aura 2 problèmes. Le premier problème, c'est que les décideurs publics, les décideurs politiques même, vont refuser pour des questions d'économie, ça. C'est-à-dire, déjà, on ne parle même pas de l'essence et de tout le lobby, mais il va avoir un véritable clivage entre à quoi ressemble la ville aujourd'hui et à quoi doit ressembler la ville de demain. Et la ville de demain, en fait, elle va sortir à nos mauvaises habitudes, à nos structures qu'on a établies, qu'on ne veut pas changer, notamment parce que ça fait perdre de l'argent à des grosses corporates. Et c'est pas du tout de oh là là, on est manipulé, hein, c'est vraiment c'est une réalité. Et le deuxième autre problème, c'est le conflit de génération où ça passe par de l'éducation et un apprentissage le futur, ça peut être aujourd'hui si on décide de l'accepter, si on décide de le rentrer dans notre quotidien. Donc les voitures automatiques et ces autoroutes, il faut aussi accepter que c'est peut-être notre quotidien.
et que c'est le monde de demain. En fait, on peut y avoir accès. Et tout ça, ça existe dans des labos, hein, c'est pas des trucs fictifs. Moi, je rajouterais juste un truc qu'on n'a pas évoqué, mais qui est assez intéressant, c'est la réalité augmentée. On en parlait un peu hier. Mais le fait qu'on puisse maintenant, grâce à une interface qui nous géolocalise et qui dit tiens, si tu mets ton téléphone ici, cette ruine, tu vas pouvoir revoir le bâtiment tel qu'il était à l'époque, ou ce truc blanc, il y a un film qui va se lancer sur ce mur, ou même des choses comme Ingress, qui était une Pokémon Go dans un autre genre. La bêta. Ouais, alors Ingress, c'était le principe, c'est que vous êtes deux équipes, les verts et les bleus, et que vous devez trianguler une zone en mettant des portails. Enfin, c'est un peu technique, mais en gros, vous allez avec votre portail, vous êtes dans la zone, vous faites un truc, ça vous géolocalise, et bien un pote qui est à l'autre bout de la ville, et un troisième qui est là-bas, vous triangulez, et tous les trucs bleus qu'il y avait là-dedans, ils sautent, vous les avez capturés. Et donc, il y a un méta-jeu qui s'installe dans la ville, de choses que nous, en tant qu'humains de tous les jours, on voit pas, et qui pourtant, il y a une ville superposable à la ville, où là, pour le coup, l'impossibilité peut devenir possible, puisqu'on rajoute la programmation, l'impossible du numérique, entre guillemets. Et ça, je trouve que, je sais pas si ça marchera non plus, de toute façon, on n'est pas des futurologues, c'est super dur de dire, à la limite, toi, t'es plus apte à prendre la température. Futurologue diplômé. Non, t'es plus apte à prendre la température des créateurs d'aujourd'hui, et à mon avis, tu lui diras que le futur, il est pas prêt d'arriver, sans doute parce qu'on est encore trop englué dans des choses qui vont pas forcément nous permettre de le rêver. Mais dans la réalité virtuel, en tout cas, oui. Là, pour le coup, les coûts sont moindres, les possibilités sont plus grandes. Et En tout cas, sur Gaudi, juste pour aller dans ce sens-là, effectivement, à Barcelone, quand on visite des choses comme ça, en tout cas la Villa Balio, par exemple, on peut, c'est livré avec, quand on la visite, on a un smartphone et qui nous permet, en coup, de revoir l'intérieur du bâtiment. Parce qu'aujourd'hui, c'est vide, forcément. Les trois quarts du mobilier a disparu. Et avec cet écran-là, on revoit, on ressent ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les murs sont les mêmes, mais on a le mobilier, on a l'histoire de ça. Et par rapport à cette question de génération, effectivement, je pense que des enfants d'aujourd'hui, cette réalité augmentée, elle n'est pas choquante. Nous, on a encore ce petit côté, waouh. Voilà, moi, quand j'ai pris le truc, j'ai fait, waouh, lui, il a fait, bon, bah, d'accord. Voilà, et ça va être quoi, eux, leur vertige? C'est ça, c'est-à-dire que c'est quoi ce vertige-là? Nous, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça nous fait encore waouh. La réalité virtuelle, on fait wow. Mais des jeunes générations, c'est oui et après. Et après, quoi. C'est eux qui inventeront leur futur truc, mais c'est vrai que moi je vois une vraie, je pense que ça émerge un peu de la discussion, je vois une vraie différence entre le réel, qui a toute une échelle de problématiques et de politique en fait. Tout est politique, mais là encore plus. La politique, c'est police to came, c'est comment organiser la ville. Donc en fait, il n'y a pas plus politique que la façon dont on organise une ville. Donc c'est comment on gère cette fameuse cité. Il y a trop d'écart de pauvreté, de population, pour que, en fait, le premier problème, ils vont être de tous survivre ensemble, en fait, je pense très sincèrement. Et quand on regarde des films comme District 9, par exemple, où on voit au tout début du film, il y a des aliens qui sont arrivés, on les a parqués dans des bidonvilles, en plus un film sud-africain, donc qui résonne politiquement, et tu vois ces villes entassées, etc. Et tu te dis, waouh, c'est vrai que ça pourrait peut-être plutôt ressembler à ça, notre futur, un espèce de giga bidonville, à peu près... parce qu'en fait, le rêve d'un futur futuristique tel qu'on l'arrive dans les années 60, on se rend bien compte qu'il n'arrive pas, et ça relie sur ce que tu dis. Quand est-ce qu'on... Je crois que c'est plus compliqué ou beaucoup plus évident que ça. C'est exactement comme le premier grand pari que je montrais d'Haussmann. C'est l'avènement de ce futur idéal génère le bidonville d'à côté. Et c'est véritablement dans ce jeu-là que ça se passe. Et en effet, nous on était invités à embringuer C'est une étape en fait. dans le think tank dans lequel... c'est une étape qui dure, les derniers zonards, il reste 100 ans. Ouais. Ils disparaissent dans les années 70. Et puis on a Nanterre la construction des stades en Arabie Saoudite pour le mondial de foot a créé des bidonvilles de tous ces immigrés Mais qui chez sont nous venus. aussi, Enfin, voilà. la fabrication du palais métropolitain que nous avons juste à côté de là, il y avait je ne sais pas combien d'ouvriers indiens qui étaient encampés dans des containers. Et c'est Voilà, le réel c'est ça. Et le véhicule autonome, s'il faut construire ces autoroutes, il faudra quand même, on sera peut-être... Cette chose-là, c'est peut-être l'équation de la modernité qu'on continue à vivre. C'est-à-dire cette idée que quelque chose, cette idée très progressiste, quelque chose avance et va régler, en définitive, tentant de régler, génère le problème. Et c'est vrai que, voilà, en tout cas, nous, notre posture à échelle inconnue, c'est plus en effet regarder en bas comment, y compris, on gère la modernité. Je ne vais pas montrer des images, mais enfin, les chantiers à Moscou avec ces types ces centres asiatiques encampés dans des containers, il y a aussi du savoir-faire technologique. Juste un exemple qui va vous faire rire, tellement c'est du low-tech.
je me penche, je discute avec les ouvriers avec qui j'essaie de faire un film, puis je vois, il y a un bout de bois comme ça, 2 canettes de bière, du fil de cuivre et une fourchette. Je me dis, tiens, c'est une antenne. Je lui dis, ah, c'est une antenne pour la radio. Il me fait, mais non, c'est pour le Wi-Fi. T'es con. Et ça, ce modèle-là, vous le trouvez dans tous les campements ouvriers de Moscou. Ça signifie qu'il y a une communication du comment on se fabrique une antenne Wi-Fi à la maison. Donc, il y a aussi une autre voie et une autre Faut possibilité. passer le modèle au Glitch Lab, je suis sûr que ça va les intéresser. Voilà, il y a aussi une autre possibilité d'entrevoir la technologie qui est par le bas, de voir comment elle circule et d'en produire autre chose que justement ces efforts planificateurs qui visent à aligner, à planir, mais qui en définitive refont. Et ne servent qu'aux riches, disons-le franchement. Et j'aime bien, si ça servait qu'aux riches, si ça fabriquait pas de pauvres, Oui, c'est ça. Et ça fabrique du pauvre. Et à se demander d'ailleurs si c'est pas l'économie même de ça, quoi. Une dernière question, et avant de libérer, sauf s'il y a quelqu'un d'autre. Allez, garde-la. Du coup, tu avais un petit peu commencé à répondre. Quand tu nous parlais du développement de Détroit, ça me faisait penser à Spielberg dans les années 2000 pour Minority Report, qui avait, pendant l'écriture du film, il avait réuni plein de scientifiques de chaque domaine à l'époque, donc dans la biologie, comment dire, sur les voitures, sur l'urbanisme, tout ça. Et en fait, on a l'impression que justement, alors moi j'adore ce film, mais on a l'impression qu'il manque un petit peu une sorte de réalisme. Est-ce que c'est pas justement le côté politique qui est dur à prévoir? C'est-à-dire qu'on peut dire, la ville de demain, au final, il y a une grosse partie politique. La politique aussi prend en compte la guerre, parce qu'on sait que les guerres détruisent les villes. Et donc en fait, c'est peut-être la seule inconnue d'un développement de ville. Alors, donc déjà, c'est vrai, en fait, même nous sur Détroit, ou moi quand je travaille sur un scénario de jeu de rôle, etc., la première chose que je fais, c'est je vais chercher des sources, parce que en tant que scénariste, on est expert en rien, et on va demander à des experts ce qu'ils nous disent pour qu'on comprenne de quoi on parle. Ça, c'est extrêmement important. Et pour comprendre le monde de demain, moi, en fait, la plus grosse fiction, c'est notre monde, c'est le monde réel pour moi. J'ai un exemple qui est merveilleux, c'est Trump. Honnêtement, c'est un président, il est magique, c'est un personnage fictionnel, il est hallucinant, c'est un cliché ambulant. Et on peut pas on peut pas le caricaturer tellement c'est hallucinant, c'est une caricature en lui-même. Et en fait, ça, dans le passé, c'était imprévisible. C'est-à-dire, l'acteur qui a joué dans Maman, j'ai raté l'avion, il va devenir président des États-Unis. Ouais, et donc, le monde de demain, et je parle de ça parce que tu parlais de politique, le monde de demain, il est, je pense, compliqué à prévoir parce que y a pas, pour moi, la vie, elle n'est pas cyclique, c'est extrêmement surprenant, on ne sait jamais dans quelle direction on va partir. Donc il y a des futurologues qui sont très bons pour aider, il y a des gens qui ont fait des études, et c'est pour ça qu'on les réunit, et on essaye d'avoir un spectre pour connaître la direction dans laquelle on se dirige. Mais ce spectre, Il y a toujours l'imprévisible qu'on ne pourra pas dompter. En fait, c'est ça. Maman, j'ai raté. Back to the Future, on parle très bien aussi. Il y a aussi l'endroit où on regarde, il y a aussi la direction dans laquelle on regarde. C'est en effet regarder le flux. On est arrivé à 2 siècles maintenant de manière, on ne regarde le futur que par la technologie. En disant c'est ça qui construit le futur. Et ça s'est avéré vrai à plein d'endroits. Mais si on regarde autre chose que la technologie ou simplement les modes de production de la technologie, on peut se rendre compte que c'est pas tout à fait ça qui... Il y a quelqu'un qui fait ici, j'ai pas vu les lettres. Je vais vous dire, on renvoyait Gremlins 2. Ah oui, bien sûr. Dans Gremlins 2, il y a tout. Il y a Trump, c'est le PDG Clan, et tout ça, ils font du transhumanisme dans l'immeuble, il faut tout Oui, complètement. Les Simpsons aussi. C'est là où la fiction est intéressante, mais c'est vrai que souvent la fiction, quand elle traite d'un futur, elle le traite de manière technologique. Ce que fait un peu moins Dick Street 9, parce que justement la technologie qui est celle des extraterrestres, elle est complètement mise au rencard dans des bidonvilles. C'est pour ça, entre autres, que ce film est particulièrement intéressant. Et nous, de ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, la ville, justement, techno-verte, hyper connectée, qu'on essaie de produire, elle met massivement sur les routes ceux qui la produisent et ceux qui s'en font éjecter.
Aujourd'hui, Paris est devenu de plus en plus cher, les pauvres vont de plus en plus loin, et si on veut trouver du travail, il faut bouger de plus en plus. On assiste de nouveau à l'apparition d'un prolétariat nomade qui avait disparu dans les années 20. C'est plutôt avec ces gens-là que nous travaillons maintenant depuis une dizaine d'années. C'est vrai en France, c'est vrai dans la plupart des... En Russie encore plus. Donc d'un côté, on dessine le futur de l'autoroute connectée, mais ce qui est en train de se produire dans ce futur-là, ça ressemble beaucoup plus à une société de manouches qui est obligée de se déplacer pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques. Mais ça, c'est déjà vrai. Hein. On a travaillé à Flamanville, Flamanville, 1500 habitants, 5000 ouvriers en caravane depuis plus de 10 ans pour une centrale nucléaire qui doit illuminer le Grand Rennes et le Grand Nantes. Voilà, donc si on regarde du point de vue technologique, on dit bah oui, on va avoir le Grand Rennes et le Grand Nantes, parce qu'on a une centrale nucléaire qui est en train de se construire de nouvelle génération, qui devait être livrée il y a une dizaine d'années. Si on regarde les modes de production, on se dit bah non, le futur c'est c'est un prolétariat nomade sur les routes, encampé, plus qu'en camping. En tout cas, merci beaucoup. Je suis désolé de devoir clore cette conférence, mais en tout cas, si vous voulez vous projeter dans des univers, dans des architectures impossibles, vous avez nombre de postes normalement qui va vous proposer de découvrir un peu le travail inspiré de tous les artistes qu'on a pu évoquer pendant cette conférence. Je tiens à remercier chaleureusement nos invités. Je pense qu'on peut les applaudir en tout cas pour cette... et puis je pense que si vous avez des questions, ils seront toujours disponibles. Merci beaucoup et à tout à l'heure.